Il est impossible de raconter l'histoire de Lisieux année après année, car trop d'événements majeurs ou mineurs se sont passés, et c'est très difficile de faire le tri. Nous en avons gardé ce qui nous a paru le plus intéressant. Nous ne sommes pas des historiens et nous ne voulons en aucun cas passer pour. Le meilleur moyen de voir une ville est tout simplement de s'y rendre. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui veulent voyager et qui ne peuvent pas, à cause de la distance, de leur âge, de leur handicap et d'autres par manque de temps ou d'argent. Nous avons réalisé cette vidéo afin que chaque personne puisse découvrir partiellement cette très jolie ville chargée d'histoire, confortablement installée chez eux. C'est une autre manière de vous faire voyager, sans aucune contrainte, et nous espérons que nous aurons ainsi atteint notre but. Certains jeunes aussi peuvent faire rêver, il faut simplement les écouter. Et en voilà la preuve. Quelques dates dans l'histoire. Lisieux est une commune française située dans le Calvados en Normandie. Lisieux tient son nom du peuple gaulois des Lexovies. Le nom des Lexoviens apparaît dans l'histoire pour la première fois sous la plume de Jules César en 56 avant Jésus-Christ lors de la guerre des Gaules. C'est contre les Lexovies et quelques autres peuples en l'an 56 que Jules César envoya Quintus Titurius Sabinius avec 3 légions destinées à les contenir. Jules César fait allusion aux défenses des Lexoviens en indiquant que les habitants avaient fermé les portes de leur ville après avoir massacré leur sénateur. Cet épisode de la guerre des Gaules se situe en 56 avant Jésus-Christ lors de la campagne de Publius Crassus. Cette histoire de la conquête des Gaules retrace dans l'ordre chronologique les épisodes militaires et politiques qui, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, mettront fin à la dépendance gauloise. Alors que la plupart des peuples gaulois frappaient l'or, l'argent et le bronze, et ce, bien avant la conquête des Gaules, on ne reconnaît qu'un monnayage de bronze aux Lexovies. La découverte des vestiges gallo-romains n'est pas un phénomène exceptionnel ou nouveau à Lisieux, puisque la plus ancienne trouvaille suffisamment notoire pour avoir été consignée remonte à 1619. Il s'agissait d'un bloc sculpté sur 4 faces, découvert à l'occasion de travaux dans la cathédrale et qui a malheureusement disparu depuis. Vers 500, les Romains conservèrent leur empire dans les Gaules et par conséquent dans nos contrées, jusqu'à ce qu'un nouveau conquérant vint leur reprendre les conquêtes de leurs aïeux. Il s'appelait Clovis. C'est en 921, dit-on, que Riulf, comte du Cotentin, se mit à la tête de quelques seigneurs mécontents et ravagea le territoire lexovien. En 1047, Henri Ier, roi de France, rejoint Guillaume le Conquérant pour l'aider à vaincre les rebelles qui avaient pris les armes contre lui. Dans cette armée, fidèle au duc de Normandie, figuraient les troupes de Lisieux. Le 27 juin 1189, Jean d'Alençon, archidiacre de Lisieux, figure en qualité de vice-chancelier dans une charte du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Le 11 juillet 1382 meurt à Lisieux l'évêque Nicolas Oresme, né en Allemagne. C'était un philosophe, astronome, mathématicien, économiste, musicologue, physicien, traducteur et théologien français de l'époque médiévale. Il a été évêque de Lisieux et conseiller du roi Charles V le Sage. Le 11 octobre 1447, le pape Nicolas V nomme évêque Thomas Bazin à l'évêché de Lisieux. Naissance de Michel Marescot le 20 août 1539 à Lisieux. À 18 ans, il fut professeur de philosophie et à 26 ans, recteur d'université et premier médecin de Henri IV. En 1635, une épidémie de peste fait rage dans les rues de la ville pendant 2 ans. Le duc de Chartres, Louis-Philippe Ier, qui deviendra le roi Louis-Philippe, passe par Lisieux en 1788 en revenant du Mont-Saint-Michel. Formation d'une compagnie de gendarmerie de 6 hommes le 2 mai 1790. Le soir du 9 juillet 1793, Charlotte Corday va passer la nuit dans l'auberge du Dauphin, rue de Caen à Saint-Désir, faubourg de Lisieux. Elle assassine d'un coup de couteau dans le cœur Jean-Paul Marat, homme politique de l'époque, le 13 juillet 1793 et sera guillotinée le 17 juillet 1793 à Paris. François-Pierre le roi Beaulieu, élu maire de Lisieux le 19 février 1790, est assassiné dans son manoir du Haume à Notre-Dame de Fresnay à l'âge de 39 ans par les troupes républicaines le 11 février 1799. Albert de Graine, élu maire de Lisieux en 1936, est tué dans les combats du centre-ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale le 23 août 1944. Bernard Aubry est né le 20 février 1949 à Le Faul. Il est le 52e maire de Lisieux.
Il est élu maire en mars 2001 et il était directeur d'école et conseiller général. Le site gallo-romain. Révélé en 1966 lors de la construction du centre hospitalier et fouillé de 1978 à 1984, ce quartier antique est situé à la limite de l'agglomération gallo-romaine. On peut ainsi en suivre l'évolution du 1er siècle jusqu'à sa destruction à la fin du 3e siècle. Matérialisé par des constructions modestes réparties de part et d'autre d'un chemin descendant du plateau proche. Une seconde phase voit s'élever des habitations plus importantes, implantées de part et d'autre de la voie. La maison qui est située au sud de celle-ci, largement éventrée par les travaux de construction du centre hospitalier, date de la fin du 1er siècle. 8 pièces seulement ont été fouillées. Une a livré une fresque de la fin du 1er siècle, représentant des poissons. La seconde demeure, située au nord, remonte au début du 2e siècle. L'église Saint-Jacques. D'abord simple chapelle dédiée à Saint-Maur. Construite vers 1030, agrandie en 1132 et dédiée à Saint-Jacques par l'évêque Jean Ier. Ruinée par les guerres avec les Anglais, une reconstruction est faite au XVe siècle. Commencée en 1448 et terminée en 1540, l'église Saint-Jacques est un édifice gothique sans transept fermé au culte. 3 fenêtres du chœur ont conservé des fragments d'inscriptions portant les dates de 1501 et 1502. Dans le collatéral sud, un autre vitrail est daté de 1526. On peut donc supposer qu'au début du XVIe siècle, l'église Saint-Jacques était entièrement pourvue d'une vitrerie peinte sur laquelle il n'existe aucun renseignement. La nouvelle église s'élève doucement sur l'emplacement de l'édifice précédent. Les 34 années qui séparent la pose de la première pierre et la dédicace ne font pas illusion et, à l'évidence, la construction proprement dite ne couvre pas toute cette période. L'unité de conception et de partie laisse cependant percevoir un chantier mené en plusieurs campagnes, comme l'attestent plusieurs reprises et modifications de détails. L'abside et les 4 travées du chœur furent sans doute montées d'un seul jet et achevées en moins de 5 ans. Le vitrail de la 3e fenêtre nord de la nef portait en effet la date de 1501. La seule distorsion à cette parfaite homogénéité semble être le tracé des remplages des fenêtres du bas-côté nord qui abandonnent les pures flamboyantes pour un tracé très normand de segments d'arcs imbriqués à même ouverture de compas que le tiers-point de la baie. Ce tracé fut-il jugé d'un effet ornemental insuffisant pour que l'on en revienne au remplage flamboyant ou s'agit-il d'une reprise postérieure? La première explication semblerait plus plausible en observant le motif tiré du même principe. Le dernier jour de mi-1540 et les 2 jours qui suivent furent des jours de fête et de ferveur à l'occasion de la dédicace des 2 principales églises paroissiales de la ville, l'église Saint-Jacques et l'église Saint-Germain, dont la reconstruction s'achevait. 2 édifices magnifiques dont seul le premier est parvenu jusqu'à nous. En juin 1944, l'église Saint-Jacques n'était plus qu'une carcasse meurtrie au milieu d'un champ de ruines. La charpente et la toiture sont détruites. Les voûtes se sont effondrées pour la plupart d'entre elles. Le clocher est incendié. Les verrières qui formaient l'un des ensembles les plus complets de cette église n'existent plus. Il faudra presque 30 ans pour lui rendre une partie de son aspect d'antan. Elle est classée au titre des monuments historiques le 19 novembre 1910. Aujourd'hui, cette église est fermée au culte et au public. Elle est devenue un lieu culturel et est ouverte seulement quand elle accueille une exposition. La cathédrale Saint-Pierre. Est un des rares monuments lexoviens rescapés des bombardements de 1944. Construite au XIIe siècle, la cathédrale Saint-Pierre n'est plus, depuis le Concordat de Napoléon en 1802, l'église d'un évêque. La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux est un monument de style gothique. Si la présence d'une cathédrale est supposée depuis le VIe siècle, l'église, visible de nos jours, fut certainement construite à l'initiative de Arnoul, évêque de Lisieux, né vers 1105-1109 et mort en 1184. Le roi d'Angleterre et duc de Normandie, Henri II Plantagenet, né le 5 mars 1133 et mort le 6 juillet 1189, en fit un de ses conseillers. Le 18 mai 1152 fut célébré dans cette cathédrale un mariage qui allait peser pendant longtemps sur l'histoire de France et de Normandie.
celui de Henri II Plantagenet, fils de Geoffroy et d'Aliénor d'Aquitaine, née vers 1122-1124 et morte le 31 mars ou le 1er avril 1204 à Poitiers, que le roi de France Louis VIII venait de répudier. Ce mariage est l'acte de naissance de l'Empire angevin qui allait bientôt s'étendre de l'Angleterre aux Pyrénées en passant par la Normandie. Dès le départ, l'architecte conçut des voûtes d'ogives quadripartites et des arcs-boutants, ce qui en fait l'un des premiers édifices gothiques de Normandie. À la mort de l'évêque Arnoul, la nouvelle cathédrale n'était pas terminée. Elle fut poursuivie par ses successeurs et en particulier par l'évêque Jourdain Diomé. L'essentiel de cet édifice fut achevé en 1218. La nef, assez austère, s'inspire du style gothique d'Île-de-France, tandis que les dernières parties édifiées au XIIIe siècle, le chevet, la tour-lanterne ou la façade occidentale relèvent du style normand. Une statue de Saint-Pierre y est présente. C'est dans le confessionnal de cette cathédrale que Thérèse Martin recevait le sacrement du pardon. Le crucifix en bois date du XIXe siècle. Saint-Pierre est représenté, crucifié, la tête en bas sur un vitrail. La chapelle de la Vierge a été érigée par Pierre Cochon, né vers 1371 à Reims et mort en décembre 1442 à Rouen, qui était évêque de Beauvais. Il est surtout connu pour avoir été l'ordonnateur du procès de Jeanne d'Arc à Rouen. Son nom n'avait rien à voir avec les cochons, malgré les plaisanteries faciles qu'il a permises, mais était simplement la façon normande ou picarde de dire chausson. C'est dans cette chapelle de la Vierge que Thérèse Martin participait à l'Eucharistie les jours de semaine. C'est dans cette chapelle que la petite Thérèse y perçut la dimension de sa vocation. C'est également à cet endroit qu'elle a prié. Henri Pranzini, né en Alexandrie en 1857, mort à Paris le 31 août 1887 et qui était reconnu coupable d'un triple meurtre crapuleux que l'on appelait à l'époque l'affaire de la rue Montaigne, commis le 17 mars 1887 dans l'actuelle rue Jean-Mermoz à Paris et lui valut d'être condamné à la guillotine. Avant d'être exécuté, Henri Pranzini s'est saisi du crucifix que lui présentait le prêtre et baisa par 3 fois les plaies sacrées du Christ, et ainsi les prières de Thérèse furent exaucées. C'est devant une statue de Notre-Dame du Mont Carmel que Pauline, la sœur de Thérèse, priait souvent. Cette statue se trouvait à l'époque dans l'église Saint-Jacques. On peut y trouver une image de la Sainte Face, image de Jésus humilié et crucifié. C'est pour cette raison que Thérèse Martin s'appelait au Carmel sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le maître-autel est une offrande de Louis Martin en 1888. Cette ancienne cathédrale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1840. Pierre Cochon. Né en 1371 à Reims, grand inquisiteur au procès de Jeanne d'Arc, il devient évêque de Lisieux en 1432. Maître ès-art, il fit édifier la chapelle de la Vierge. Âgé de 71 ans, Pierre Cochon décède le 18 décembre 1442 à Rouen. Lors du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc en 1456, Guillaume Coll précise que l'évêque est mort subitement pendant qu'on lui faisait la barbe. Pierre Cochon a droit à des funérailles rouennaises. Puis, son corps est transporté à Lisieux, où il est inhumé. Son cercueil en plomb fut retrouvé dans la chapelle de la Vierge, devenue cathédrale Saint-Pierre le 9 mai 1931, ainsi que sa crosse. Déposée au musée du Vieux-Lisieux, rue aux Fèvres, elle fut en partie détruite dans les incendies de juin 1944. Il repose toujours dans la cathédrale Saint-Pierre, en place de la chapelle axiale du chœur qu'il fit construire. Jean Hennuyer. Né à Saint-Quentin ou à Laon en 1497 et mort à Lisieux en 1578, est un prélat français, évêque de Lisieux. Son épiscopat fut marqué localement par la Saint-Barthélemy en 1572. Il fut précepteur du duc de Vendôme, père de Henri IV, puis devint l'un des précepteurs du dauphin. Fils de François Ier en 1538, directeur des études de Charles de Bourbon et de Charles de Lorraine. Confesseur de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis, il fut nommé à partir de 1552 premier aumônier de Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Une légende accorde au prélat une attitude courageuse au moment de la Saint-Barthélemy. Il s'opposa à Livarot, gouverneur de Lisieux, qui voulait faire mourir tous les huguenots de Lisieux, suivant l'ordre qu'il avait reçu du roi.
L'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un ancien hôtel particulier construit en 1713 qui habite les services municipaux depuis la Révolution française. Il se compose d'un bâtiment central, administration générale et cabinet du maire et de 2 ailes, les services à la population, la direction des ressources humaines, le service du personnel, le service communication et contrat de ville. On peut notamment y admirer les salons d'honneur entièrement rénovés en 2003. Cet édifice a fait l'objet d'importants travaux de rénovation des toitures et de la façade. Outre une recherche esthétique particulièrement ambitieuse et réussie, ce chantier d'une durée de 2 ans a permis de restaurer l'un des plus beaux monuments de la ville, à l'identique du plan de masse d'origine. La Fontaine. Jules Basile Féron de la Féronée, né le 2 janvier 1735 à Saint-Marc-lès-en-Senisse et mort le 15 mai 1799 à Munich, est un prélat français du XVIIIe siècle. Il fut abbé commendataire et successivement évêque de Saint-Brieuc, évêque de Bayonne et fut nommé le dernier évêque de Lisieux en 1783. Il obtient de la ville, en 1790, que la somme destinée aux fêtes de son entrée fut employée à la construction d'une fontaine publique. Épargnée par les bombardements de juin 1944, celle-ci borde toujours la rue du Docteur de Graine. On peut encore y lire cette inscription. Dédaignant des honneurs, le trouvant étalage, d'un monument utile, il préféra l'hommage. Depuis le Concordat, l'évêque de Bayeux a le titre d'évêque de Bayeux et Lisieux. Les Buissonnets. Après son départ d'Alençon, la famille Martin s'installe au Buissonnet en novembre 1877, maison trouvée en location par l'oncle Isidore Guérin, pharmacien à Lisieux. Thérèse y habitera dès l'âge de 4 ans et demi jusqu'à son entrée au Carmel à 15 ans. Si pour M. Martin, le changement de résidence et de ville équivalait à un déracinement, il n'en était pas de même pour Thérèse. La demeure bâtie en 1801 est restée telle qu'au temps où l'habitait la famille Martin. La propriété est avenante et spacieuse. Le rez-de-chaussée de la maison comporte une salle à manger lambrissée de chêne, une cuisine à cheminée de briques rouges, un bureau exigu et une cave. Les sols du premier étage ont été refaits, ébranlés par le piétinement des milliers de visiteurs. Au premier étage, 2 cabinets de toilette et 4 chambres, celle de derrière ouvrant de plain-pied sur le jardin. Un second étage avec un belvédère, lieu d'isolement et de lecture du père et 3 petites mansardes. À côté de la maison, un kiosque où on pompait l'eau du puits. La porte du jardin donnait sur une petite ruelle montante que M. Martin appellera le chemin du paradis. Cette maison est désormais un musée. Lucien Fromage. Né le 20 mai 1820 à Lisieux et mort le 3 mars 1893 à Darnétal, est un manufacturier et homme politique français. Arrivé à Rouen en 1837, avec son expérience de tisserand rural, Lucien Fromage entre comme contremaître chez Geoffroy et Huet, fabricant de bretelles à Darnétal. Il met au point un métier mécanique pour couvrir le latex filé, de coton ou de soie. Promu directeur en 1842, il rachète la maison Huet 10 ans plus tard, qui devient alors la société Lucien Fromage et Compagnie. Il rachète ensuite ses concurrents, Capron en 1855, Baron en 1860. Pendant la guerre de 1870, Lucien Fromage met un point d'honneur à faire fonctionner ses ateliers. À la sortie de la guerre, l'entreprise Fromage est constituée de 3 établissements. Il conçoit alors le projet d'élever une grande usine, dont il fait lui-même les plans. La construction commence dès 1875 avec l'aile gauche et se terminera en 1880. Cette usine fonctionne à la vapeur, d'où la présence d'une cheminée. Le bâtiment mesure 162 mètres de long, 24 mètres de large et 16 mètres de hauteur. L'usine s'organise autour de 3 étages carrés en briques rouges, couverts d'ardoises. Sur un terrain de 2,5 hectares acquis en 1867, sont édifiées l'usine et la maison du directeur. L'usine ayant fermé en 1976,
l'atelier de fabrication abrite aujourd'hui l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie et une annexe des archives départementales de Seine-Maritime. Paul-Louis Target. Né à Lisieux le 7 mars 1821 et mort à Saint-Désir le 28 avril 1908, est un homme politique et diplomate français. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'avocats, Target perpétue la tradition familiale en étudiant le droit à Caen avant d'être reçu au barreau de Paris. Il est auditeur au Conseil d'État de 1843 à 1848, à une époque où son père fait partie du réseau politique normand de Guizot, alors chef du gouvernement. Élu conseiller général du Calvados en 1848, il démissionne après le coup d'État du 2 décembre 1851 par opposition au rétablissement de l'Empire. Retiré sur ses terres, il s'y exerce à l'agronomie. Il devient également le collaborateur, puis le directeur d'un journal d'opposition orléaniste, le Courrier du Dimanche, que le ministère de l'Intérieur censure à plusieurs reprises avant de le supprimer par décret en août 1866. Candidat malheureux de l'opposition lors des élections législatives de 1869, il semble accepter l'Empire libéral en intégrant l'année suivante la commission de décentralisation présidée par Odilon Barrot. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, il participe à la défense de l'arrondissement de Lisieux en tant que chef de bataillon, puis lieutenant-colonel de la garde nationale. Rose Harel. Née à Belloux le 8 avril 1826 et morte à Lisieux le 4 juillet 1885, est une poétesse et gogotière française. Rose Harel, née de père inconnu, a été tisserande à Vimoutier, puis servante à Pont-l'Évêque et à Lisieux. Elle a appris à lire presque seule, vers sa 13e année, en découvrant dans un grenier le télémaque de Fénelon. Plus tard, une amie lui a donné des leçons d'écriture le soir. Rose Harel s'est alors mise à étudier à l'âge de 30 ans l'histoire, l'Antiquité grecque et romaine, la littérature européenne et la philosophie. Madame de Benneret, auteure de Rose Harel, servante poète, l'a arrachée à sa condition et recueillie. Rose Harel a laissé 2 volumes, tous 2 édités par souscription, avant de mourir d'une maladie de poitrine contractée dans les lieux malsains où elle avait passé sa jeunesse à travailler. Charles-Alexandre Cossin de la Fosse. Né le 7 septembre 1829 à Lisieux et mort le 9 juillet 1910 dans le 16e arrondissement de Paris, est un peintre et graveur français. Après avoir passé sa jeunesse à Croûte, dans l'Orne, il devient l'élève de François-Édouard Picot, puis de Thomas Couture à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il gagne Paris pour sa première exposition au Salon de 1857. À compter de cette date, il y présentera son travail durant toute sa vie. Il peint surtout des scènes de genre, des batailles, des tableaux religieux, puis brossera des scènes mythologiques. Il sera remarqué pour ses performances dans la composition et la couleur. Nombre de ses toiles représentent les chouans, telles l'embuscade ou des scènes de culte catholique comme procession autour d'une croix en pierre. Le fait que son œuvre soit fortement marquée par la réaction à la République et le cléricalisme tient certainement de ses origines nobles, mais aussi de l'influence de ses mécènes. Il signe habituellement ses œuvres du simple nom de Cossin. Au cours des années qui suivent, la peinture d'histoire tombe peu à peu en désuétude et Cossin de la Fosse n'expose plus au salon. Plus aucune de ses toiles n'a été remarquée depuis 1890. Il meurt à Paris en 1910. Il demeurait au numéro 13 du boulevard Lannes à Paris. Les jardins de l'Évêché. Ce jardin, qui aurait été dessiné par Lenôtre, créateur des jardins de Versailles, jouxte l'ancien palais épiscopal, ancienne résidence des évêques de Lisieux, actuel palais de justice, et la cathédrale Saint-Pierre. Il fut ouvert aux Lexoviens en 1837. Une tenue correcte par arrêté municipal y était exigée. À l'origine composé de 3 parties. Le parterre, le jardin des Cascades et le jardin de la Couronne. On peut encore y admirer le kiosque à musique de 1880.
Le Carmel. La fondation de ce Carmel est envisagée et souhaitée par Monseigneur Copeau, évêque de Lisieux, en 1641. Le couvent sera créé sur son diocèse, mais à Pont-Audemer quelques siècles plus tard. Athalie et Désirée Gosselin, deux sœurs, demandent à entrer au Carmel de Pont-Audemer. Du fait de leur santé fragile, elles n'y sont pas admises. Elles proposent alors de fonder un nouveau Carmel. Le père Sauvage, de la paroisse de Lisieux, est enthousiaste et les invite à venir fonder dans sa commune. Ayant besoin de compagnes carmélites aguerries et de formation, elles se rendent au Carmel de Poitiers d'avril 1837 à mars 1838. Elles repartent ensuite à Lisieux, fonder le Carmel avec deux autres carmélites également de Poitiers, sœur Élisabeth de Saint-Louis et sœur Geneviève de Sainte-Thérèse. À Lisieux, une veuve, Madame Le Boucher, accueille les carmélites dans sa demeure le temps d'établir le monastère. Dans la rue de Livarot, une maison et un jardin sont achetés en vue d'y établir le futur couvent. On pouvait facilement aménager la maison pour loger 5 ou 6 personnes. Les plans pour l'aménagement du Carmel définitif sont réalisés et les travaux commencent immédiatement. La fondation est officiellement prononcée le 15 mars 1838. En 1938, l'évêque Monseigneur Robin vient visiter le chantier le 24 août et la communauté entre définitivement dans la clôture de son nouveau Carmel le 5 septembre de la même année. Dans les années qui suivent, les carmélites construisent quelques bâtiments annexes et réussissent à acheter lentement de petits terrains qui jouxtent leurs propriétés. En 1846, le terrain complet est constitué. La chapelle du couvent est achevée en 1848. La première messe est célébrée par le vicaire général, l'abbé Falise, représentant Monseigneur Robin, évêque de Bayeux. Les carmélites fondatrices sont la mère prieure, mère Élisabeth de Saint-Louis, sœur Geneviève de Sainte-Thérèse, Athalie Gosselin, qui était sœur Thérèse de Saint-Joseph, Désirée Gosselin, qui était sœur Marie de la Croix, sœur Saint-Jean de la Croix, qui était postulante de Lisieux. La jeune Thérèse Martin y entre 50 ans plus tard. S'y trouve la statue de la Vierge du Sourire. Il s'agit de celle qui était dans la chambre de Thérèse, au Buissonnet, lorsque la future sainte fut miraculeusement guérie en 1883. La façade de la chapelle est en pierre de l'Oise. Une ligne bleue, matérialisée au sol, invite à une promenade dans Lisieux. Le Carmel est intégré dans ce circuit. Anatole Leroy-Beaulieu. Né le 12 février 1842 à Lisieux et mort le 15 juin 1912 à Paris, est un historien et essayiste français. Fils de Pierre Leroy-Beaulieu, il est l'auteur d'une troupe de comédiens, roman historique sur le Risorgimento, paru en 1866, puis d'un essai sur la restauration de nos monuments historiques devant l'art et devant le budget paru en 1875, qui traite en particulier de la restauration de la cathédrale d'Évreux. Son ouvrage « Un empereur, un roi, un pape, une restauration », paru en 1879, est une analyse et une critique de la politique du Second Empire. Il visite ensuite la Russie afin de rassembler des documents sur l'organisation politique et économique des nations slaves et, à son retour, fait paraître dans la Revue des Deux Mondes une série d'articles réédités peu après sous la forme d'un ouvrage intitulé « L'Empire des Tsars et des Russes ». Un homme d'État russe relate l'histoire de l'émancipation des serfs par Alexandre II. Plusieurs de ses livres tels que Les catholiques libéraux, L'Église et le libéralisme, La papauté, etc. sont des recueils d'articles et de conférences à l'intention du grand public. Anatole Leroy-Beaulieu est élu professeur d'histoire contemporaine et des affaires d'Orient à Sciences Po de 1880 à 1910, dont il deviendra, à la mort d'Albert Sorel, le directeur de 1906 à 1912. En 1887, il devient membre libre de l'Académie des sciences morales et politiques et membre titulaire en 1906. Il a été, après 1901, le dernier président de la Ligue nationale contre l'athéisme. Henri Chéron. Henri Chéron est un homme politique français, né le 11 mai 1867 à Lisieux, où il est mort le 14 avril 1936. Député puis sénateur du Calvados, Henri Chéron fut à de nombreuses reprises ministre sous la Troisième République. Avocat, il inaugura sa carrière politique en 1824
En devenant maire de sa commune natale, il n'avait alors que 27 ans. Mais ce ne fut que 12 ans plus tard qu'il accéda à des responsabilités nationales. À peine élu député en 1906, le président du Conseil Georges Clemenceau lui offrit le poste de sous-secrétaire d'État à la guerre. Il s'est notamment chargé du scandale politique, l'affaire Stavisky. La qualité de son travail, son intégrité et sa popularité assurèrent à Henri Chéron une succession de postes ministériels. Ministre du Travail, 1913, de l'Agriculture, 1922, des PTT, du Commerce, des Finances, 1928-1930, de la Justice, 1930 et 1934. Ces différentes responsabilités, auxquelles s'ajoute sa fonction de président du Conseil général du Calvados, 1911-1936, et son élection comme sénateur, 1913, l'obligèrent à abandonner l'hôtel de ville de Lisieux. Il retrouva toutefois son fauteuil de maire à la fin de sa vie, de 1932 à 1936. La rue principale de la ville porte d'ailleurs son nom en hommage. L'autodérision était d'ailleurs une de ses plaisanteries favorites. Quand il reçut le sous-secrétariat à la marine en 1909-1910, il rassura ses collègues qui doutaient de son expérience en déclarant « J'ai déjà le pied marin, j'ai réussi la traversée de Trouville-Deauville par le bac ». Quand il raconta à un banquier qu'il avait connu Sainte-Thérèse de Lisieux enfant, il ne manqua pas de conclure par ces mots. Depuis lors, elle est devenue une sainte, et moi, j'ai mal tourné. Marie-Françoise Thérèse Martin. Marie-Françoise Thérèse est née à Alençon dans l'Orne le 2 janvier 1873. Dernière née d'un couple tenant un commerce d'horlogerie et de dentelle d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à 4 ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées, Marie et Pauline, qui tour à tour entrent au Carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de leur mère. Cependant, elle ressent très tôt un appel à la vie religieuse. Elle fait un pèlerinage à Rome pour demander l'accord d'entrer au Carmel alors qu'elle n'en a pas encore l'âge légal. Mais le pape refuse, elle doit donc attendre. Elle entre au Carmel de Lisieux à 15 ans. Après 9 années de vie religieuse, dont les 2 dernières passées dans une nuit de la foi, elle meurt de la tuberculose le jour de la Saint-Jérôme, le 30 septembre 1897, à l'âge de 24 ans. Également connue sous les appellations de Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ou encore la Petite Thérèse, Marie-Françoise Thérèse Martin est une religieuse carmélite française. Le complément et de la Sainte Face a été retiré sur demande de la Sacrée Congrégation des Rites en janvier 1913 au motif qu'avoir 2 noms de profession religieuse est contraire à l'usage. Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d'une âme, publiée peu de temps après sa mort, en fait l'une des plus grandes saintes du XIXe siècle. La dévotion à Sainte Thérèse s'est développée partout dans le monde. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée en 1920 sainte patronne des missions alors que Jeanne d'Arc, canonisée la même année, est proclamée patronne secondaire de la France. Considérée par Pie XI comme l'étoile de son pontificat, elle est béatifiée puis canonisée dès 1925. Enfin, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. Peu de gens savent qu'entre 1918 et 1923, victime d'une kératite aiguë, une petite fille qui s'appelait Edith Giovanna Gassion perdit la vue. Aucun remède n'ayant réussi à améliorer son état, elle se résigna à rester aveugle jusqu'au jour où les pensionnaires de la maison close de Bernay, que tenaient ses grands-parents, décidèrent de l'amener en pèlerinage à Lisieux dans l'espoir d'une hypothétique et miraculeuse guérison. C'est devant la tombe de Sainte Thérèse que le miracle se produisit. Après avoir frotté le front de l'enfant avec de la terre, les filles de joie prièrent des heures, implorant la petite sainte de faire quelque chose pour leur si gentille Édith. Et quelques jours plus tard, la môme Piaf, comme on l'appellera plus tard, recouvra la vue. À partir de ce jour, la chanteuse ne trahira jamais sa foi et, chaque année, au mois de septembre, à la date anniversaire du retour au ciel de Thérèse, elle viendra, dans le plus grand secret, prier au Carmel de Lisieux. Édith Piaf et Sainte Thérèse sont cousines au 14e degré. Louis Bohard, mort vers 1728, et Marie-Marie, née en 1643 et morte en 1728, sont en même temps des ancêtres à la 8e génération d'Édith Giovanna Gassion et des ancêtres à la 6e génération de Marie-Françoise Thérèse Martin.
Cette dernière est une cousine au 6e degré d'un grand-parent d'Edith Giovanna Gassion. Paul Cornu. Né le 15 juin 1881 à Glos-la-Ferrière et mort à Lisieux en juin 1944, est un inventeur et aviateur français. La famille Cornu s'installe à Lisieux en 1890. Ses parents ont eu 13 enfants, Paul était l'aîné. Nous lui devons quelques brevets qu'il a déposés, comme par exemple le moteur rotatif en 1897, la chaudière tubulaire démontable en 1899, le tricycle à vapeur en 1901, la moto Cornu et Fils en 1902, la voiture à 2 moteurs indépendants en 1904 et l'hélice à pas variable en 1908. En 1907, il ouvre une souscription et obtient 12 000 francs, environ 1829 €, pour que soit entreprise la construction d'un hélicoptère pouvant emporter un passager. Toute la famille Cornu se met alors au travail. Malgré quelques avaries à l'occasion de chaque envol, Paul Cornu a réussi à quitter le sol avec son hélicoptère. L'inventeur lexovien est désormais un homme dont on parle dans le domaine de recherche aéronautique comme Sikorsky, fondateur de la société Sikorsky Aircraft Corporation, et Breguet, un des fondateurs de la société Air France. Le théâtre. Le théâtre de Lisieux, aujourd'hui appelé Théâtre de Lisieux Pays d'Auge, est un théâtre dit à l'italienne, qui a été rénové à l'identique. Il est géré par une association, Loi 1901. Construit en briques et en pierre, dans un style rationaliste, il est doté d'une façade à 2 niveaux, avec une large travée centrale en calcaire sous un fronton triangulaire, encadré par 2 ailes. Le sculpteur Patou et le peintre Vaquet, artistes locaux, réalisent un tympan sculpté imitant l'Antiquité sur le fronton, 2 plaques de céramique ornées de rinceaux. Décorée d'un ciel peint et d'une balustrade en trompe-l'œil, la salle possède une capacité de 622 places. Devenu dangereux, le théâtre est fermé le 13 juillet 1967 et inscrit au titre de monument historique le 17 septembre 1985. En 1988, le vestibule, le foyer, la salle, la scène et l'accueil des artistes sont rénovés. Robert Accard. Robert Accard est un footballeur français né le 26 novembre 1897 à Lisieux et mort le 16 octobre 1971 au Havre. Robert Accard joue au poste d'intérieur, milieu de terrain au Havre AC de 1918 à 1925 avant de devenir entraîneur du Stade français au début des années 1930. Il invente alors la tactique défensive du béton qui servira de modèle au verrou suisse puis au catenaccio italien. Il est champion de France USFSA en 1919 avec le Havre AC, finaliste de la Coupe de France en 1920 avec le Havre AC, vainqueur de la Coupe de Normandie en 1930 avec le Stade Havrais, 6 sélections, 1 but en équipe de France entre 1922 et 1926. Robert Bisson. Robert Bisson fait des études de médecine et devient pharmacien. Il s'établit à Lisieux en 1932. Il entre au conseil municipal de la ville en 1947 et l'année d'après il en devient l'adjoint. En 1949, il est élu conseiller général du canton de Lisieux. C'est en 1953 qu'il accède à la tête de la ville. Il se présente à la députation dans la circonscription de Lisieux-Falaise lors des législatives de 1958 où il est élu. Il se fait réélire systématiquement dans tous les mandats électifs. En 1970, il devient le président du Conseil général du Calvados. Il est président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations de 1973 à 1981. Il est signataire de l'appel des 43 en faveur d'une candidature de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1974. Il se retire de la vie politique en 1981, en même temps qu'il quitte son officine. Aujourd'hui, l'hôpital de Lisieux porte son nom. Georges Duval. Né le 4 mai 1920 et mort en février 1993, est un architecte français. À Lisieux, son activité fut importante. À partir de 1961, il fut notamment chargé de la conception de la ZUP de Hauteville.
Toujours à Lisieux, il restaura le théâtre et construisit le château d'eau de l'Espérance. À Rouen, il a dirigé les fouilles de la Maison Sublime, plus ancien monument juif de France, découvert en 1976 sous la cour du Palais de Justice. Sa dernière mission en tant qu'architecte général du Louvre a été de restaurer la tour carrée du Louvre. Le diorama. C'est en 1928 que le diorama fut créé pour présenter de façon pédagogique la vie de Thérèse. Musée de cire retraçant la vie de Sainte Thérèse en 11 scènes. Visite audio guidée de 30 minutes en français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol et italien. Après avoir été longtemps installé près de l'église Saint-Désir, il a été réaménagé en 2006 sur le site de la basilique dans une présentation entièrement renouvelée. Pour le rendre toujours plus attractif, une bénévole, mademoiselle Véronique Steven, s'est proposée de recréer de nouveaux costumes pour les personnages. Son idée, réaliser au plus près des costumes d'époque, pour plonger les visiteurs dans l'atmosphère familiale de Thérèse et ainsi leur permettre une expérience de proximité avec ce qu'elle a vécu. Au fur et à mesure de son travail méticuleux, les mannequins quittent les uns après les autres leurs costumes défraîchis pour revêtir de superbes robes aux plis impeccables et aux ourlets soignés. La basilique. Sainte Thérèse de Lisieux, ayant été béatifiée en 1923 et canonisée en 1925, il fut décidé de construire une grande basilique vouée au pèlerinage dans la ville où elle avait vécu et où elle était morte. En effet, la dévotion à la nouvelle sainte attirait rapidement des foules de plus en plus importantes. Ce projet, lancé par l'évêque de Bayeux et de Lisieux, Monseigneur Lemonnier, reçut le soutien total du pape Pie XI qui avait placé son pontificat sous le signe de Sainte Thérèse. Les travaux ont commencé le 30 septembre 1929, la première pierre étant posée ce jour par le cardinal Charost, légat du pape. Ils furent supervisés par deux architectes de père en fils, les Cordonnier. Louis-Marie Cordonnier, mort en 1940, puis son fils, Louis-Stanislas Cordonnier, mort le 25 août 1960. Les travaux continuèrent au ralenti entre 1939 et 1944 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Rendu au culte à la fête de l'Ascension en 1951, le monument ne fut terminé qu'après la guerre. Précédé d'un vaste parvis, le monument se trouve sur une colline en limite de la cité qu'il domine de sa masse imposante. C'est une des plus grandes églises construites au XXe siècle. D'une hauteur de 95 mètres, d'une largeur de 50 mètres pour une superficie d'environ 4500 mètres carrés, elle peut accueillir 4000 personnes. La structure de base, qui a été terminée avant la guerre, a subi peu de dégâts lors des bombardements qui détruisirent Lisieux aux 2/3. Elle a probablement été épargnée grâce à sa position en limite d'agglomération. Sa décoration a été entreprise dans les années 50. L'édifice est en forme de croix latine avec nef, chœur et transept. La croisée est surmontée d'une imposante coupole. Le transept sud reçoit le reliquaire offert par le pape Pie XI à la basilique. Le volume intérieur est d'un seul tenant, sans nef collatérale ni déambulatoire. Du fait de l'absence de colonnes, tous les fidèles qui assistent aux offices en ont une vue sans obstruction. La plus grande partie de l'intérieur de la basilique est couverte de mosaïques. Les sculptures sont de Robert Coin, les dessins des cartons des mosaïques et des vitraux de Pierre Gaudin. Les orgues de la maison Beucher-Cavaillé-Coll, construite en 1936, installée et restaurée par Victor Gonzalez vers 1950, compte 55 jeux pour 3 claviers. L'édifice contient 18 autels mineurs offerts par différentes nations en offrande à Sainte Thérèse à partir de l'entrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En 2014, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est le deuxième lieu de pèlerinage en importance en France, après celle de Lourdes et ses 6,5 millions de visiteurs. La ville sanctuaire attire annuellement 1 million de visiteurs chaque année, ce qui la classe 3e site normand le plus visité après les plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel. Michel Magne. Né le 20 mars 1930 à Lisieux et mort le 19 décembre 1984 à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, est un musicien français, compositeur de musique, de films et interprète. Il peut passer d'un genre musical à un autre.
Il travaille un temps avec Henri Salvador, puis se met à la musique de film avec 73 bandes originales, parmi lesquelles la série des Fantomas avec Jean Marais, Un singe en hiver avec Jean Gabin, la série des Angéliques avec Michel Mercier, Les Tontons Flingueurs avec Lino Ventura et d'autres. C'est également lui qui a écrit la musique du générique de l'émission 5 colonnes à la une. La crypte et le chemin de croix. Inaugurée le 3 juillet 1932, la crypte représente la vie terrestre et spirituelle de Thérèse qu'on a voulu interpréter dans cet endroit. Longue de 50 mètres et large de 30 mètres, elle est entièrement décorée de marbre et de mosaïques dans le style de l'exposition des arts décoratifs de 1925. En 1958, les mosaïques sont complétées par des scènes qui représentent les moments importants de la vie de Sainte Thérèse. Son baptême à l'église Notre-Dame d'Alençon, sa première communion à l'abbaye bénédictine de Lisieux, sa guérison miraculeuse au Buissonnet pendant la fête de la Pentecôte, son engagement dans la vie religieuse et son décès. La crypte de la basilique détient depuis 2008 la chasse des parents de Thérèse, Louis et Zélie Martin. Toute la symbolique exprime la foi profonde en l'amour de Dieu de Sainte Thérèse et son désir de répondre totalement à cet amour. Cette crypte est sans doute le plus beau joyau de la basilique. À l'extérieur, derrière la basilique se trouve le chemin de croix, inauguré le 2 avril 1934. Le parcours est représenté par des scènes sculptées dans la pierre de la vie terrestre de Jésus, son arrivée au ciel et son retour sur terre, avec des citations de Sainte Thérèse sous chaque scène. Le chemin de croix est disposé par groupe de 3 stations, sauf la première et la quatrième, qui se trouvent devant l'escalier central. Un autel surmonté d'un grand calvaire domine l'ensemble. Les tombes de Louis et Zélie Martin sont encore présents dans ce parcours et restent un lieu de recueillement. Anecdote. Février 1940, au Carmel de Lisieux, décès de la sœur aînée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Marie, à l'âge de 79 ans. En juillet 1941, à Lisieux, le petit Bernard Leroux, 3 ans, tombait un soir dans un bras de la Touques, au lavoir du domicile de ses parents, rue Henri Chéron. Emporté par le courant sur 70 mètres, l'enfant a été retiré de sa situation tragique par un jeune courageux, Bernard Cléré, 10 ans, même adresse, qui, bien que ne sachant pas nager, n'hésita pas à exposer sa vie pour sauver le petit Leroux. Le 6 juin 1944, à 20h30, Lisieux subit son premier bombardement. La gare, l'hôpital, les boulevards Herbé Fournet et Nicolas Aurem, ainsi que la prison sont lourdement touchés. Afin de retarder l'arrivée des renforts allemands, les Alliés devaient détruire les ponts sur la Touques. Dans la nuit du 6 au 7 juin, des fusées éclairantes illuminèrent le ciel lexovien et s'ensuivit alors un largage de bombes incendiaires. N'est-il pas paradoxal que la première rue touchée s'appelait la rue de la Paix ? Lisieux conserve peu de monuments anciens. En effet, au matin du 24 août 1944, les derniers tireurs allemands ont quitté la ville et les troupes alliées marchent déjà vers Paris. 42 hectares sont dévastés, dont 3158 maisons de l'agglomération. 300 seulement restent intacts. 1318 immeubles et établissements industriels, 32 bâtiments publics, 2 églises et 3 monastères. On dénombre 7418 habitants sinistrés dans un Lisieux détruit à 80%. Le relogement des sinistrés posa des problèmes difficiles à résoudre. Il fallut d'abord réaliser le déblaiement des rues. De 1944 à 1947, l'effort portera sur les réparations dites d'office. La construction de baraquements, 106 demandes de 1945 à 1947, à des emplacements qui ne doivent pas gêner les reconstructions futures. 44 îlots étaient à remembrer, soit 1197 parcelles détruites concernant 664 propriétaires. Le tracé des rues est dans l'ensemble conservé. Une zone d'extension est prévue sur le plateau Saint-Jacques, qui deviendra Lisieux-Hauteville. La dernière scène du film Un singe en hiver, de Henri Verneuil, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, en 1962, a été tournée à la gare de Lisieux. On peut y voir Jean Gabin descendre d'un train et s'asseoir sur un banc du quai de la gare. Jean-Paul Belmondo le regardant par la fenêtre du train qui repart. La plus grande partie du film populaire de Régis Froissart avec Romain Duris et Déborah François en 2012 a été tournée à Lisieux.
Natacha Saint-Pierre sort un album intitulé Thérèse, Vivre d'amour le 22 avril 2013. Le chanteur Grégoire, compositeur français, a mis en musique des poèmes de Sainte Thérèse. La chanteuse Angoune interprète 2 chansons en duo avec Natacha Saint-Pierre. Grégory Turpin est le premier interprète choisi par Grégoire dès l'origine du projet. Il chante 2 titres dans l'album, un en duo avec Natacha Saint-Pierre et l'autre en solo, accompagné par des petits chanteurs à la croix de bois. Le Campanile. Érigé dans les années 60, le campanile est séparé de l'édifice principal et situé sur le parvis. Il n'a jamais été complètement terminé, la priorité ayant été donnée à des œuvres de bienfaisance. Il contient 51 cloches, dont 6 de volée, avec un bourdon d'environ 9 tonnes. Ce carillon, d'une grande qualité sonore, facture Paccard, figure parmi les plus beaux d'Europe. Le campanile a été offert par la Belgique et les Pays-Bas en offrande à Sainte Thérèse. Mathieu Lagrive. Né le 7 décembre 1979 à Lisieux, est un pilote de course de moto. Après s'être fait rapidement remarquer sur les circuits, Mathieu Lagrive s'est affirmé en 2005 comme l'un des jeunes prodiges de la moto en France et dans le monde des compétitions motocyclistes. Le parc zoologique Cerza. Ce parc est situé sur le territoire de la commune de Hernival-les-Vaux près de Lisieux. Créé en 1986 par 2 frères, Thierry et Patrick Jardin, Cerza signifie Centre d'études et de reproduction zoologique Augeron. Le parc s'étend sur 60 hectares et présente plus de 1000 animaux sauvages de 120 espèces différentes, reflétant les 5 continents. Il dispose de 2 circuits pédestres de visite, le parcours rouge et le parcours jaune, ainsi que d'un safari-train et un cinéma 3D relief. Le Cerza a pour but la préservation de la faune sauvage et présente aux visiteurs des animaux des 5 continents, souvent menacés d'extinction. Certaines naissances rares y ont lieu, comme ce fut le cas en 2010, comme par exemple un oryx algazelle, un bison, 2 potamochères, un rhinocéros indien, etc. Depuis, d'autres naissances ont eu lieu dans les années qui suivirent et qui ont permis au Cerza d'assurer son rôle de sauvegarde et de reproduction des espèces. Nicolas Batum. Nicolas Batum, né le 14 décembre 1988 à Lisieux, est un joueur français de basket-ball évoluant au poste d'arrière et d'ailier pour les Hornets de Charlotte en NBA. Avec 9 paniers à 3 points, record de la franchise, il établit le 4 février 2012 son record de points NBA avec 33 face aux Nuggets de Denver. Il réédite cette performance le 14 février face aux Wizards de Washington. Dans une saison réduite à 66 rencontres, en raison du lockout et où la franchise ne parvient pas à se qualifier pour les playoffs avec un bilan de 28 victoires pour 38 défaites, il présente des statistiques de 13 points. En juillet 2012, Batum devient agent libre restreint. Il donne son accord pour un contrat de 4 ans avec les Timberwolves du Minnesota, mais Portland s'aligne sur la proposition des Timberwolves et Nicolas Batum signe un nouveau contrat avec les Blazers. Celui-ci est de 46 millions de dollars sur 4 ans. Après une préparation gênée par des questions d'assurance liées à cette renégociation, il dispute les Jeux Olympiques de Londres. Lors de ceux-ci, après un premier match où il est limité à 7 points face aux États-Unis, il inscrit au moins 10 points lors des 4 rencontres suivantes. En quart de finale, la France s'incline face à l'Espagne sur le score de 66 à 59. Il réalise 9 points, 5 rebonds et une passe lors de cette rencontre. Frustré par le résultat, il commet en fin de rencontre un acte d'anti-jeu, tout comme son coéquipier Ronny Turiaf. Chloé Morteau. Né le 19 septembre 1989 à Lisieux, est un mannequin franco-américain élu Miss France en 2009. Née d'un père français et d'une mère afro-américaine, Chloé Morteau vit à Bénac dans l'Ariège depuis l'âge de 10 ans. Lors de l'obtention de son titre de Miss Albigeois Midi-Pyrénées, elle effectue un BTS en commerce international. Son père est conseiller agricole à la Chambre d'agriculture et sa mère est vacataire professeure d'anglais à la Chambre de commerce et d'industrie pour les formations en apprentissage. Le 6 décembre 2008, au Grand Carrousel du Puy du Fou dans la commune des Épaisses, en Vendée, et en direct sur TF1,
Chloé Morteau est élue Miss France 2009, succédant à Valérie Bègue. La présidente du jury est l'actrice Line Renaud et le jury est composé de la chanteuse Angoune, l'acteur Benoît Poulvorde, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Tarapani, le réalisateur Patrice Lecomte et le couturier Kenzo Takada. La médiathèque. Inaugurée le 21 juin 2002, la médiathèque André Malraux, dernier né des espaces culturels de la ville de Lisieux, est une bibliothèque publique offrant à la consultation ou à l'emprunt environ 100 000 documents, livres, périodiques, phonogrammes, vidéogrammes, CD-ROM, ressources électroniques. Elle dispose en outre d'un auditorium de 70 places où sont organisées conférences et projections. Jumelage. La ville de Lisieux est jumelée avec Taunton, Angleterre, depuis 1951, Saint-Georges, Canada, depuis 1996, Mogliano Veneto, Italie, depuis 2013. Le kebab du pays d'Auge. Lorsque l'on a parcouru la ville de Lisieux, il faut penser à se restaurer. Un endroit que nous recommandons est le kebab du pays d'Auge. Il se trouve 8 place François Mitterrand, à quelques mètres seulement de la cathédrale Saint-Pierre. Ils vous proposeront, dans un espace convivial, des spécialités turques, des boissons, à consommer sur place ou à emporter, et tout cela avec le sourire. Le musée d'art et d'histoire. Le musée d'art et d'histoire de Lisieux, labellisé Musée de France, a rouvert ses portes sur une nouvelle muséographie en juin 2013. Situé dans l'une des dernières maisons à pans de bois qui subsistent à Lisieux, il présente, suivant un parcours chronologique, l'histoire de la ville des origines à nos jours et aborde la multiplicité de ses visages. La cité gallo-romaine, médiévale et classique. La cité textile, les figures illustres, la reconstruction. Deux thèmes sont également abordés, les évêques de Lisieux et l'habitat lexovien. Une histoire foisonnante, illustrée par plus de 300 objets, tableaux, photographies, etc. La fabrique lexovienne. Si vous voulez être fasciné, rendez-vous à la fabrique lexovienne. L'endroit est agréable et le personnel est super sympa. Le travail qui y est fait est tout simplement stupéfiant. Mais je laisse la parole à Fred qui vous expliquera beaucoup mieux que moi. Bonjour Fred, merci de nous recevoir à la fabrique lexovienne. Merci Jérôme d'être venu. Ma première question va être, qu'est-ce qu'un espace de coworking? Un espace de coworking, ce sont des espaces de bureaux partagés. L'idée en fait c'est de pouvoir créer des réseaux de personnes en les encourageant à partager leurs idées, leurs projets et leurs savoirs. La différence entre les pépinières d'entreprise et puis les espaces de coworking, c'est que dans les pépinières d'entreprise, par exemple, vous êtes dans des bureaux un petit peu cloîtrés. Et ici, dans les espaces de coworking, vous voyez, ce sont des bureaux ouverts pour justement favoriser les échanges entre les personnes. On leur donne ici une connexion Internet. Pour certains, s'ils n'ont pas de PC, on peut aussi leur en prêter un. Et donc, en fait, ils peuvent venir disposer de la fabrique. Peux-tu nous présenter les projets que tu as déjà réalisés? Oui. Ben, par exemple, sur la table, vous voyez quelques objets qui ont été imprimés avec nos imprimantes 3D. Le premier c'est celui-ci, en fait. Voilà, c'est pas le logo de la fabrique, mais on l'a aussi, alors je ne sais pas où il est. On a des petits QR codes. Alors ça, c'est un petit QR code qui est réalisé aussi avec l'imprimante 3D en deux couleurs et qui renvoie, une fois que vous l'avez flashé, sur soit votre site internet, soit votre page Facebook ou n'importe quel lien que vous pouvez avoir sur internet. Les petites cartes électroniques qui sont ici, les petites cartes Arduino qu'on apprend à prototyper. Là on la voit pas bien. Qu'on apprend à prototyper. Alors ici pour faire par exemple un feu rouge, mais pour faire bien d'autres projets. Alors le R2D2 qui est ici, qui a été imprimé en 62 heures, mais qui n'est pas encore fini. C'est un projet à finir.
L'idée, c'est qu'en fait, la tête arrive à bouger toute seule et qu'il soit, on va dire, autonome, plus ou moins autonome. C'est-à-dire qu'il puisse avancer tout seul. Voilà, ça c'est des projets à venir. Sinon, nous avons aussi un projet participatif, un projet que nous avons créé avec plusieurs personnes qui viennent ici à la fabrique. C'est une hotte intelligente. C'est un modèle déposé. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre ici ensuite un réchaud et avec plein de petits capteurs, pouvoir sur l'écran ensuite afficher la température de cuisson et d'autres événements qui seront intégrés à cette hotte. Peux-tu nous parler de tes futurs projets? Oui, un des futurs projets, c'est de faire le logo de JMG à la fabrique, soit en broderie, soit avec une imprimante 3D. Je pense même peut-être les deux, ça peut être sympa. Voilà. Merci. Qui peut venir à la fabrique Exovienne? Alors la fabrique est ouverte à tout le monde. Nous accueillons ici des étudiants, des auto-entrepreneurs, des sans-emploi. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. La fabrique est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 19h. L'adhésion à la fabrique est de 20 € pour les professionnels. Ensuite, ce prix descend à 5 € si vous êtes étudiant, si vous êtes demandeur d'emploi ou membre de l'association Alan. Vous avez aussi la possibilité de louer la fabrique, l'espace de coworking de la fabrique. Pour les tarifs, consultez notre site internet. Fred, merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu. Venez nombreux à la fabrique, ce sont de vrais professionnels. Lisieux 2025. Lisieux 2025 est un projet de rénovation, de réaménagement et de modernisation étalé sur une durée de 10 ans environ. Le projet de modernisation de la gare est en cours. Il concerne la rénovation complète du bâtiment voyageur, l'accessibilité des quais et la rénovation de la place Sémar en espace multimodal. Les travaux concernant le bâtiment voyageur consisteront à améliorer le confort des voyageurs dans un nouveau hall d'accueil avec des points de vente revisités et de nouveaux services. À l'extérieur, un local à vélo sécurisé afin de permettre le développement à d'autres usages. La rue de la Gare est une artère importante de Lisieux. Elle sera bordée de trottoirs spacieux qui pourront mesurer jusqu'à 6,50 m de largeur et de promenades, offrant ainsi des parcours plus confortables et directs vers le centre-ville. Tout au long de la rue, des espaces conviviaux seront destinés à l'installation de terrasses commerciales. Des bancs en béton aux formes géométriques seront installés à intervalles réguliers et des mâts d'éclairage équipés d'une sono pour inciter à l'animation de la rue. Des massifs de graminées et de vivaces rythmeront les cheminements, créant ainsi un effet d'appel vers le centre-ville. En somme, aménager une nouvelle rue confortable et attractive pour les habitants et les visiteurs dans la continuité du parking Lisieux-Normandie réalisé en 2015. La cité judiciaire, lieu de regroupement de tous les tribunaux du Pays d'Auge, s'installera dans le très beau bâtiment principal de l'ex-usine Wonder, construit en 1865. La rénovation se fera bien entendu dans le respect de son identité industrielle de la fin du XIXe siècle. Un aménagement intérieur sera entrepris pour une ouverture de la cité judiciaire début 2019. Les jardins du Carmel et les jardins de l'Évêché sont les plus beaux de Lisieux. Pour le jardin du Carmel, quelques espaces dégagés seront accessibles pour marcher et s'asseoir sur l'herbe. Des bancs seront installés sur le chemin semi-piétonnier, ce qui permettra au jardin du Carmel de s'inscrire plus naturellement dans le parcours des habitants et des touristes. Les jardins de l'Évêché seront quant à eux réaménagés pour les rendre plus visibles, plus fréquentés et plus attractifs pour les visiteurs et les habitants. Ces aménagements seront les drainages du mur nord pour garantir la sécurité des usagers. La taille de la haie limite du parc pour le rendre plus visible. Trouver un emplacement libre à proximité des commerces n'est pas chose facile. La plupart des personnes se déplacent en voiture et pour stationner c'est quelquefois compliqué. C'est pourquoi la ville de Lisieux met en place une nouvelle manière de se déplacer et de stationner à partir du 1er août 2017. Lisieux est une ville avec une activité commerciale importante, un patrimoine très visité avec de nombreux établissements et services publics. Ce nouveau plan de stationnement permettra de le rendre plus attractif et surtout plus accessible. Pour simplifier la réglementation, la mise en place d'une zone rouge avec une durée de stationnement de 2 heures
et d'une zone orange d'une durée de 7h30 avec la même tarification. Les tarifs de stationnement resteront gratuits de 12h à 14h et après 18h30. À savoir également que 1300 places dans des parkings gratuits à moins de 10 minutes du centre-ville seront disponibles. D'autres actions vont accompagner la mise en place du nouveau plan de stationnement, la modernisation des moyens de paiement, de nouveaux horodateurs et la mise en place d'une zone 30 visant à renforcer la sécurité des usagers de la rue et favoriser les déplacements plus doux. D'autres projets pourraient également voir le jour, comme par exemple le développement d'un plan vélo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, c'est notre récompense, je vous le rappelle. De laisser un commentaire, c'est très important pour nous. De partager un maximum sur tous les réseaux sociaux, c'est le but. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en allant visiter les différents liens qui se trouvent dans la description. Encore merci à vous et à très bientôt.